Dans le bon vieux temps, les gens travaillaient fort, hein? Dans le temps, on marchait, 2 000, 3 000, 10 000 pour aller à l'école? Et j'ai bien dit 1000 parce que c'était même avant le système métrique au Canada. Aujourd'hui, nous allons parler à Il n'y a pas d'âge du bon vieux temps, c'est-à-dire qu'on va se plonger dans des souvenirs, on va discuter de l'importance de transmettre nos souvenirs, nos valeurs, nos traditions à la prochaine génération. Et on va aussi se poser la question, les choses étaient-elles vraiment meilleures autrefois? Est-ce que c'était vraiment le bon vieux temps? Alors, pour nous en parler, nous avons avec nous Jacques Dorge et Aline Campagne. Merci d'avoir été là. Bonjour. Allô. Bien. On va se permettre aujourd'hui un brin de nostalgie. On va faire un petit voyage dans le temps ensemble. Si je te dis, Aline, le bon vieux temps, ça te dit quoi? Quelle image te vient en tête? Bon vieux temps, c'est, je suppose, les fêtes de famille et puis les rencontres familiales qu'on avait avec les deux côtés de la famille, paternelle, maternelle, et puis toute l'histoire qu'il y avait là-dedans. Quel genre d'histoire? Bien, de mon côté, c'était des Français. Ils sont venus de la France. Et puis, de la France à Willow Bunch, en Saskatchewan. Alors, j'avais une grand-mère italienne qui venait du nord de l'Italie. Quand elle est arrivée au Canada, elle ne parlait pas l'anglais. Elle parlait le français quand même. Mais ils sont arrivés à un petit village qui s'appelait Fife Lake, qui, c'était rien du tout. Et puis, elle a eu la vie assez difficile, je pense. Du côté de ma mère, non, ça c'était du côté de ma mère. Du côté de mon père, c'était des Français qui étaient passés par le nord de l'Afrique. Et puis ensuite, en Colombie-Britannique, où ils avaient perdu un fils. Puis là, ils sont arrivés en Saskatchewan. Alors, c'était des gens qui venaient de loin, qui n'avaient pas la culture canadienne. Et ce qui était remarquable, c'est que j'avais une tante du côté de mon père, et puis elle avait épousé un Canadien français. Alors, c'était toute une autre culture pour nous. Et puis, quand on faisait les fêtes chez eux, il y avait de la musique, il y avait des cuillères et puis tout le reste. Puis quand c'était du côté giraudier, parce que c'était ça, là, c'était la famille, les 4 frères, les jeux dans la campagne, les forts, c'était... Mais c'était très toute autre différent. chose. C'était très différent. Puis on avait aussi une fête à chaque été, le 14 juillet, pour fêter la journée de la Bastille. Alors, c'était 2 choses très différentes, mais pour moi, ça fait partie de l'expérience de l'immigrant et de devenir Canadien. Fascinant. Merci d'avoir partagé. Jacques, je te dis le bon vieux temps, tu penses à quoi? Le bon vieux temps, ça me surprend un petit peu parce que le bon vieux temps, c'est un terme qu'utilisaient mes grands-parents. J'imagine que pour moi, le bon vieux temps, c'est, j'ai envie de dire juste le bon temps. Je pense à mes grands-parents, justement, et mes parents, qui ont vécu les guerres mondiales, qui ont vécu la Grande Dépression, puis pourtant, là-dedans, ils trouvaient des bons vieux temps. Ouais. Nous autres, les baby boomers, on n'a pas connu ça. Et ce que je me souviens de ma jeunesse, c'est que c'était un temps simple. On n'avait pas grand-chose, mais on avait tout ce qu'on avait besoin. Puis c'était un temps où, ayant grandi dans un petit village, Sainte-Agathe, c'était quand même une population assez homogène. Mm-hmm. Tout le monde avait pas mal les mêmes occupations, les mêmes préoccupations, les mêmes mœurs. Et puis, on avait quand même cette complicité. Puis, tu pouvais faire des choses, tout le monde était là. C'était facile d'aller jouer dehors. Puis, en principe, quand je pense au bon vieux temps, je pense à aller jouer dehors avec des amis qui étaient toujours présents. Et puis, de faire des choses qui nous amusaient.
Évidemment aussi, il y avait des familles, il y avait les fêtes, comme a mentionné Aline, les fêtes toujours importantes, surtout en hiver, de briser l'hiver avec les fêtes de Noël et du jour de l'an, de se rencontrer en famille, de faire de la musique, de bien manger, d'aller jouer dehors. De faire la vaisselle ensemble. Oui, c'est ça. Puis disons-le, quand vous pensez à votre enfance, c'est avant Internet, c'est avant Facebook, c'est même avant la télé. Bien, je me souviens quand on a eu la télé pour la première fois, oui, mais je me souviens que la télé était dans le salon, puis la chambre à coucher était à côté. Alors, des fois, on sortait de notre chambre et puis on regardait Ed Sullivan et Bonanza. Oui. C'était du spécial dans le temps. C'était du spécial et c'était pas toujours, on n'avait pas toujours la permission, mais voilà, on le faisait quand même parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Moi, je pense que je suis né à peu près dans l'année où la télévision a sorti. On n'en a pas eu une tout de suite, mais je me souviens de la vieille Zenith là, qui était mobile et puis qui nous fascinait. Là aussi, tout le monde écoutait la même chose avec 3 chaînes. Tout le monde connaissait Séraphin Poudrier et ses aventures. Tout le monde connaissait Bonanza, évidemment, Ed Sullivan. Et tout le monde avait les mêmes nouvelles. Alors, la source était quand même assez... la même source pour tout le monde. Oui. Alors, ça aussi, ça contribuait à faire en sorte que toute la communauté était pas mal sur la même longueur d'onde. C'est intéressant, ça. C'est vrai, ça. Aujourd'hui, je veux dire, on oublie qu'il y avait un monde où il n'y avait pas 500 chaînes, des sources de contenu disponibles en continu, ayant non seulement différents points de vue, différentes vérités, aujourd'hui, différentes, non seulement sources de vérité, mais croyances. Dirais-tu, toi aussi, Aline, que le fait d'avoir eu peut-être moins d'options d'information et de culture a peut-être aidé à ce que les gens soient plus soudés dans le temps? Bien, comme Jacques a dit, Willow Bunch, à l'époque, c'était une communauté assez homogène. Et puis, il y avait l'Église catholique. Et oui, ça, c'était une grande source d'information. Il y avait quelques familles anglophones protestantes, mais c'était vraiment quelque chose d'exotique pour nous, vraiment. Alors, oui, on recevait toute la même information, on regardait les mêmes émissions, on vivait serré dans un sens, quoique nous, on était quand même à plusieurs milles du village. Alors, en grandissant, c'était pas comme si on allait jouer avec les voisins, là, c'était pas possible. Et est-ce que vous en étiez conscient? Est-ce que vous ressentiez un isolement? Non, c'était comme ça. Vous aviez une grande famille, ben, on était ouais. nombreux. Oui, on était nombreux, puis on était pas mal autosuffisants dans ce sens-là. Mais je pense que Jacques a raison, là, tu sais, ça faisait en sorte que on partageait beaucoup plus des valeurs et tout ça. Oui. Et Jacques, c'est sûr que la vie de paroisse, ou disons, la vie communautaire tournait beaucoup autour de l'Église à ce temps-là. Oui, absolument. On se rencontrait tous à l'église. On avait pas mal toujours les mêmes places. Ah oui. On allait, mais je me souviens, la messe de minuit, ça durait 3 heures. On avait les vêpres même, les dimanches après-midi. C'était quoi les vêpres exactement? Pour être honnête, je suis pas certain. J'étais peut-être un peu distrait quand j'y allais. Je m'amusais plutôt à essayer de comprendre ce qui se passait sur ces belles statues du chemin de croix. Puis ça va de l'air. Tout était en latin. Oui, En tout était en plus en latin. Oui. Le prêtre ne nous faisait même pas face. Ouais. Il avait le dos à nous autres. OK. Il y a des gens qui, encore aujourd'hui, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ne sauraient peut-être pas
qu'avant, c'était le Concile Vatican II dans les années 60. Oui. Le prêtre, celui qui célébrait, faisait dos à la congrégation. On disait n'importe quoi, finalement, parce qu'on répondait en latin, mais des fois, on changeait les mots. Tu sais. Ora pro nobis, je ne sais pas trop, là, mais... Ouais. Tu sais qu'on enregistre cette Ouais. conversation. Mais j'avais Charles. quand même appris, parce que j'ai servi beaucoup de messes, j'avais appris le suscipiat. Demande-moi pas ce que ça veut dire. Même si j'ai fait une année de latin au Juniora, j'ai jamais vraiment su ce que je disais. Alors, ça faisait un peu partie de nous garder en ordre, dans un certain mystère qui était la religion, et puis de s'assurer qu'on restait à notre place. C'est sûr que l'aspect moral dans la religion catholique à l'époque, c'était aussi important que tout ce qui touchait la foi et la spiritualité, n'est-ce pas? Ben, morale. Une des choses, il fallait que les femmes portent un chapeau. Puis si on n'avait pas de chapeau, c'était des Kleenex ou bien des petits morceaux de dentelle. Mais il fallait qu'il y ait quelque chose. Puis ça faisait partie des règlements, des petites affaires qui faisaient en sorte que nous, pour ma famille, ça nous a apporté à questionner beaucoup. Mais je pense que chez nous, le prêtre n'était pas aussi, comme on dit, axé sur le ciel et l'enfer. Il était un petit peu plus généraliste. Alors, on n'a pas grandi avec les vêpres et puis le chapelet et tout ça. Mais quand même, L'adoration du Saint-Sacrement. il y avait les Dames de Sainte-Anne. Ah. Il y avait ces regroupements là où on préparait les repas pour des fois 100 personnes. Et puis, Dans quel contexte? Ben, ça pouvait être des fêtes, des soupers Paroissiaux, d'automne, Des oui. funérailles. ou des funérailles, ou des mariages. Et puis, alors là, c'était entendu que les femmes du village allaient préparer les repas pour tout le monde, Bénévolement. bénévolement. Et puis, il y avait des équipes organisées à tour de rôle. Il y avait beaucoup de gens qui pouvaient participer. Je pense que cet aspect-là est fini maintenant. Mais à l'époque, je me souviens d'avoir des 3 grosses dindes qui rentraient dans la cuisine. Là, il fallait couper ça, puis les pommes de terre, et puis tout le reste. On faisait ça. Et vous avez justement grandi à l'époque, dans les années 60, 70, où il y a eu un grand questionnement de l'Église catholique, où on a vu le début de ce qui est connu aujourd'hui, qui est que les bancs d'église sont beaucoup plus vides qu'elles ne l'étaient à votre enfance, par exemple. Quels sont vos souvenirs de ces étapes-là, que ce soit personnellement ou même dans votre entourage? Je veux dire, de Ça, voir... c'est un grand changement, ça. Ça s'est fait quand même graduellement, je pense. Dans les villages, je n'ai pas moi-même vécu cette transition où les gens ont peut-être se sont éloignés de l'Église. Même dans les années assez récentes, si j'allais à la messe de minuit, je me souviens toujours qu'à la communion, je voyais défiler les gens que j'avais vus quand ils étaient jeunes, et maintenant je les voyais un peu moins jeunes. Et c'était frappant, mais c'était les mêmes gens. Tous ceux qui n'avaient pas participé aux activités de l'Église dans ma jeunesse, ils n'étaient pas là. Et puis, plus tard dans ma vie, je ne sais pas qui n'était pas là, parce que ceux qui j'avais connus, ils continuaient à être fidèles. Oui. Et il y a l'aspect spiritualité, il y a la foi, au-delà des mœurs, au-delà de la religion catholique, peu importe qu'on soit protestant, catholique ou autre, la foi faisait partie du quotidien beaucoup à l'époque. Probablement plus, mais encore une fois, notre tradition à nous, c'était un petit peu plus européen. Et puis, je pense que c'était très différent là-bas qu'au Canada.
Et puis, l'Église avait moins d'emprise, je pense, sur les gens. Quoique ma grand-mère, elle disait ses prières en italien jusqu'à la fin de ses jours. Mais à part ça, on n'a pas vraiment vécu ça. Ce qu'on a vécu en parallèle, c'est le dépeuplement du village. Alors, ce qui fait que quand il y a moins de population, euh, il y a moins de gens qui vont à la messe, mais aussi il y a le phénomène anglais-français qui était un facteur dans tout ça parce que, tu sais, à un moment donné, c'était les messes bilingues, puis là, les messes en anglais, les messes en français. Et puis, ça a créé beaucoup de divisions. Puis ça, c'est au-delà de la foi. La foi, c'était pas assez pour atténuer toutes ces divisions-là, puis cette rancune. Alors, ça, c'est c'est une question difficile. Oui, et j'imagine, Jacques, qu'à Sainte-Agathe, ben en fait, je vais pas imaginer, je vais te poser la question. À Sainte-Agathe, est-ce que le fait que vous étiez à proximité de la ville, avez-vous vu le changement au fil des ans où plus d'anglophones sont arrivés, où la présence du français a changé? Je dirais que je veux quand même retourner sur le mot la foi, parce que on a parlé du fait que c'était très homogène, et puis une des façons qu'on évitait le questionnement, c'est avec la réponse « il faut que tu aies de la foi ». Alors, si tu ne comprenais pas le mystère, on disait tout simplement « cherche pas à le comprendre, il faut que tu l'acceptes ». Ça, c'est avoir de la foi. Et puis, on était quand même dans une école, à travers de mes années élémentaires, c'était l'école gérée par les Sœurs du Saint-Nom de Jésus et de Marie. Alors, tu avais déjà cet encadrement religieux dans ta famille, dans ton école et dans ta paroisse. C'était normal, le premier vendredi du mois, de défiler vers l'église pour aller à la confesse, pour inventer des péchés et pour pouvoir dire quelque chose. Peut-être qu'on en avait fait quelques-uns. Peut-être un ou deux. Oui, mais c'était rare et puis souvent, on n'avait rien à dire. Oui. Ça pour dire que la foi et le fait que l'école était peut-être illégalement française, ça contribuait à maintenir cette homogénéité dans la paroisse. Oui, il y avait des anglophones, et les anglophones se sont intégrés dans l'école. Ils ont appris le français. J'ai de très bons amis qui parlent très bien français, même si dans leur famille, il n'y en était pas question. Et c'est vrai que le village était à proximité de la ville, mais ça a pris très longtemps avant qu'il y ait cette explosion de population. C'est assez récent même, je dirais. Je me souviens, dans ma jeunesse, que l'abbé Couture avait prédit que ça allait arriver. Parce que lui, il s'occupait de la caisse populaire, puis il était très pragmatique, puis il voyait ces choses arriver, mais ça a pris quand même des décennies avant que les gens décident on va aller s'intégrer au petit village francophone qui est Sainte-Agathe. Et quand c'est arrivé à Sainte-Agathe, c'est arrivé à Île-des-Chênes, à Saint-Adolphe, à Sainte-Anne, et j'en passe. Oui. Dans le temps, aller à la ville, que ce soit, bon, Aline, ça serait Regina. C'était Moose Jaw. Moose Jaw, oui. Ou Winnipeg pour Jacques. Ouais. C'était un grand voyage. Oui. Mm-hmm. Des souvenirs de ces voyages en ville? Bien, je me souviens qu'on y allait en autobus parce que c'était loin. Et je me souviens que j'avais vu un bâtiment de 4 étages et puis que c'était grand pour moi. Puis Moose Jaw, c'est pas une grande ville non plus, mais relatif à Willow Bunch, ça l'était. Alors oui, c'était certainement une occasion d'y aller. Et puis, on avait toujours hâte, mais on était bien chez nous aussi. Jacques? Oui, moi, je me souviens, un ancien, quand j'étais jeune, M. Raphaël Courcelle, et ça reflète un peu cette expérience d'aller dans la grande ville qui était quand même juste à 20 km, 15 000.
et puis que mon oncle Raph nous racontait, j'étais allé en ville pour la première fois parce que j'avais besoin d'une scie. Alors, j'arrive dans le grand magasin Eaton, le premier commis que je rencontre. Je l'approche et je lui dis de mon meilleur anglais, parce que je venais d'un petit village homogène. Hello, Mr. Eaton. You got any iguanes here? You know something to zing-zing on a plank or an arb or a piquet even. But I'm wondering what your prick's for. Alors ça, pour moi, ça vous dit ce que je vivais dans mon village, qui était proche, mais loin de la ville. Mais mon village était francophone. Puis en ville, mais c'était compliqué parce que c'était en anglais. Alors, on n'y allait pas très souvent. J'ai vu mon premier film parce que je suis venu chez mon cousin qui vivait à Saint-Boniface. Avant ça, il n'y a pas question de venir en ville. Jusqu'à l'âge, je dirais, fin de l'adolescence. Oui, c'est difficile à croire. Hein. Quand je dis à mes enfants, moi, je suis née dans la mi-soixantaine, et c'est-à-dire dans le milieu des années 1960. Et qu'à ce temps-là, le centre Saint-Vital, qui aujourd'hui n'est pas du tout à la frontière de la ville, ça, c'était la campagne. Il n'y en avait pas de boulevard Grandin à l'époque. Et mes enfants n'en reviennent pas. C'était aller à la campagne, parce que j'avais une tante qui habitait ce qui est aujourd'hui la rue Riel, puis ça, c'était la campagne à l'époque. Alors, c'est intéressant, comme tu dis, Jacques, combien il y a eu à un moment donné une explosion, mais qui a eu beaucoup d'effets aussi. Ça a été culturel, quelque part aussi, pour les francophones, mais aussi, je dirais, pour tous les Manitobains, j'imagine. Je veux prendre un instant pour parler des moments historiques qui se sont passés depuis votre naissance. Comme tu l'as dit, Jacques, pour tes parents, tes grands-parents, il y a eu des grandes guerres, ça n'a pas été votre expérience, mais quels ont été les moments historiques qui vous ont marqué, soit à l'enfance, à l'adolescence, ce genre de choses? Moi, je me souviens très bien du jour de l'assassinat de Kennedy. J'ai une image très claire d'où j'étais. J'ai l'image du prélat dans le salon et puis la réaction des gens à ce moment-là. Ça, c'était un moment marquant, certainement. Et je dirais que c'est étonnant, étant donné que tu vivais à la campagne, en Saskatchewan, très loin des États-Unis, encore plus du Texas, où ça s'était passé. C'est parce que Kennedy, je pense, il avait une image, premièrement, étant catholique, et tout ça, là, c'était quelqu'un qui impressionnait, mais aussi, je pense que la culture de ma famille, c'était plutôt libéral, plutôt... Alors, c'était un personnage qui était inspirant. Alors, ça avait beaucoup marqué, cet assassinat-là, puis l'incompréhension. Tu sais, parce que c'était un gars qui s'exprimait, qui avait des bonnes idées. Bien, à un certain niveau. On ne connaissait pas le détail, là. Peut-être en ce moment, il n'y aurait pas eu la même réaction, mais à ce temps-là, c'était un choc épouvantable. Jacques? J'ai la même réaction quand on me dit quels grands événements au niveau mondial est-ce que tu as vécu? Bien, c'est probablement l'assassinat de Kennedy qui me vient à l'esprit. Encore une fois, parce qu'on avait toutes les mêmes informations. On a même rentré une télé dans la salle de classe pour nous informer de ça. Il n'y avait peut-être pas des grands événements, à part ça, qui me viennent à l'esprit, mais il y avait quand même, par exemple, un peu à la même époque, la menace de la bombe atomique. On n'a pas vécu de grands moments de catastrophe, si vous voulez, mais on avait quand même... cette crainte de... La guerre froide était vraie. La guerre froide nous faisait peur quand on nous en parlait à l'école.
c'était quasiment aussi pire que se faire dire que tu vas aller en enfer puis tu vas brûler avec tous ces petits diables. Là, hein. C'était par la peur. Mais à part ça, on est choyé, les boomers. Il n'y en a pas eu beaucoup de grandes catastrophes. Le pire que j'ai vécu, moi, c'est la pandémie de COVID. Dans mes 70 ans, ça a pris assez longtemps avant de vraiment vivre quelque chose qui a changé l'allure du monde. Et de notre quotidien à tous, oui. partout sur la planète. Ouais. Il y a eu aussi la Lune, quand c'était quand même quelque chose d'assez particulier. L'autre chose que je me souviens, c'est le jeu de hockey avec... En 78, en 72. 72. Oui, c'était... Quand le Canada a à- remporté ouais. la Coupe, ils ont appelé ça la Coupe Canada, je pense. Canada Canada. Canada-Russia Series. Oui. je crois, Yes. mais- C'était Sanderson, hein, Henderson. 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 En tout cas, ça, c'était un moment de fierté absolue. Like, vraiment. Puis même si on jouait pas au hockey, puis c'était un Même si on moment... se rend compte quelle sorte de coup il devait faire pour gagner, c'était quand même, à toute fin pratique, une petite guerre. Oui, Ouais. Ouais. oui, oui. On vous a invité, vous deux en particulier, parce qu'on savait que la musique a fait partie et continue de faire partie de votre quotidien même, de votre vie. Quel rôle la musique joue-t-elle dans vos souvenirs d'enfance, d'adolescence, de famille? Ben, nous, on chantait tout le temps. On chantait à la maison, on chantait dans la voiture en allant au village. On a chanté dans les compétitions de musique de toutes sortes. On nous a demandé de chanter pour des mariages, des funérailles, tout ça. Les messes de minuit, c'était super important. Et quand on vivait encore au village, il y avait la chorale d'église, mais aussi on montait des spectacles à l'école. Je me souviens, il y avait l'émission Pig and Whistle à la télé. Oui. Et puis, on avait monté un spectacle Pig and Whistle comme collecte de fonds quand j'étais en 11e, 12e année, avec de la danse et toute la musique et tout le reste. Alors, je pense que les gens étaient plus près de la musique. Il y avait plus d'occasions de chanter pour tout le monde, mais comme famille, c'était quelque chose qu'on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et évidemment, parce que c'était une famille talentueuse qui allait finalement aller jusqu'à en vivre, à devenir des professionnels. Est-ce que tu aurais pu deviner, Aline, comme petite fille, que la musique aurait fait la renommée de ta famille, que tu aboutirais sur la scène partout au monde? Pas vraiment, c'était naturel, comme parler, on chantait. Et puis, on a appris les instruments. J'étais l'aînée, alors j'ai appris la première, mais les autres m'ont rapidement dépassée. Alors, c'est comme ça, mais ça fait partie de ce qui nous a tissé comme famille, mais aussi c'était un passe-temps absolument incroyable. Puis, on harmonisait sur des annonces à la télé, sur n'importe quoi. On faisait des fêtes et puis on chantait en faisant le ménage. C'était un mode de vie. C'était, oui. Puis on était isolés. On était entre nous beaucoup. Et puis, mon père avait une très belle voix. Il chantait. Et puis, lui, il voyait beaucoup ça comme un moyen de transmission de la culture. Puis il voyait que c'était vraiment important du côté de Canadiens, Français, francophones, d'apprendre les chansons, de la bonne vieille chanson, puis de les transmettre. Alors, on l'a bien appris, cette leçon-là. Absolument. Jacques, de ton côté, comment la musique
c'est intégré dans ta vie et comment ça menait à, par exemple, les Louis Boys et toutes les occasions de musique que tu mènes encore aujourd'hui? Je pense que quand j'ai commencé à apprendre un peu le piano, quand j'étais en première, deuxième, troisième année, peut-être, je pouvais y aller seulement une fois par mois parce que ça coûtait cher. Et puis, on n'avait pas de piano, alors je devais pratiquer sur la laveuse. Comment ça? Ben, je faisais semblant qu'il y avait des notes, et puis je pianotais là-dessus. C'est-tu vrai? À un moment donné, on s'est payé un piano. Et puis, ça me rappelle de bons souvenirs, surtout après la messe de dimanche. On se rencontrait, puis mes tantes étaient pas loin. Moi, j'ai grandi dans quand même une famille où il y avait des musiciennes. Ma tante Agathe Dorge. Ensuite, voisin, c'était la famille de ma mère. Ma mère jouait du piano. Toutes ses sœurs le jouaient. Et puis, ils venaient après la messe parce que ma mère était la plus vieille. Et puis, on chantait. Mais il y a aussi, dans le village, premièrement, avec les cours de musique, il y avait la Sainte-Cécile. Alors, une fois par année, on faisait une fête pour fêter Sainte-Cécile, la patronne des musiciens et musiciennes. Et on devait se créer des beaux chapeaux, puis il y a toutes sortes de bons souvenirs. On faisait aussi, on avait une petite chorale, on chantait dans la chorale à l'église. Il y avait de la musique partout. Et puis, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, là, j'anime une petite émission de radio. Puis ce que je fais, c'est que je me rappelle de bons souvenirs, parfois moins bons, d'après des musiques, des chansons que j'ai entendues, que j'ai aimées, que j'ai écoutées et que j'ai appréciées tout au long de ma vie. Et puis, c'est drôle comment c'est ces musiques-là qui font une connexion avec des moments d'émotion assez fortes ou de moments d'événements spéciaux. Mm-hmm. Et puis, avec ça, je peux recréer pas mal tout mon cheminement en accrochant à des chansons qui étaient présentes à chaque moment. Et la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé cette aventure-là, c'est que j'ai sorti le programme d'une boîte à chansons paroissiale qu'on avait fait et j'ai fait jouer les chansons en nommant les personnes qui avaient interprété ces chansons populaires-là. Et puis, c'est ce qui a vraiment propulsé mon engouement pour continuer à faire ça parce que j'avais tellement de belles réponses des gens qui y ont participé eux-mêmes ou qui ont aimé se remémorer les boîtes à chansons de chez nous à l'époque. Et c'est sûr que la musique a cette magie, finalement, de nous transporter parfois à un moment absolument précis où on voit, on entend, on ressent des odeurs. Oui, c'est comme, c'est tout à fait magique. À quel moment le rock and roll est entré dans la vie de Jacques Dorge? Oh, moi, c'est probablement encore Ed Sullivan qui nous a présenté les Beatles. S'il y avait un autre moment historique que j'ai vécu, c'est ça. Et Elvis. On a vu Elvis aussi sur Ed Sullivan. Te souviens-tu de ça? Oui. Et Wayne and Schuster. Je me souviens de Wayne and Schuster. Et puis, comment il s'appelait, la petite souris, là? Topo Gigio? Mais le rock and roll, est-ce que ça a chaviré quelque chose chez vous? Chez nous, oui, parce que ma mère on avait un appareil radio. Elle était sur le frigo que personne ne pouvait rejoindre, même pas elle. Je pense qu'elle devait avoir recours à une chaise pour aller l'éteindre. Mais c'était barré sur la station française. Et puis quand on a commencé à entendre autre chose, par la radio des voitures, etc., c'est sûr qu'on a été pris dans Beatlemania, dans tout le phénomène rock and roll. Ça aussi, nos parents ne comprenaient pas tellement ça,
mais je pense qu'il pouvait voir que ça nous apportait beaucoup de joie, puis qu'on s'intéressait quand même à la musique. C'est ça, mes parents non plus se sont jamais plaints de la nouvelle direction de la musique. Je pense qu'ils se disaient aussi que, tu sais, dans leur temps, il y avait eu un changement comme ça aussi, alors que les choses progressaient comme normal, comme la nature le voulait. Alors, ils étaient assis, ils nous soutenaient là-dedans beaucoup. Je veux changer de vitesse un petit peu. Y a-t-il un autre souvenir qui vous vient en tête que vous voulez partager avant qu'on passe à autre chose? Il y en aurait beaucoup, mais... OK, c'est bon. Non, juste au cas où il y avait quelque chose que vous attendiez de dire. On va changer de registre un petit peu. Le thème de cet épisode, c'est le bon vieux temps. On a tendance à dire souvent, surtout de ces temps-ci où, la mésinformation, les médias sociaux ont tellement une emprise sur les jeunes, le temps d'écran, ça nous fait dire que, dans le bon vieux temps, on n'avait pas ces problèmes-là. Est-ce qu'on vivait mieux à l'époque? C'était plus simple. Oui, d'une C'était plus certaine simple. façon. On était peut-être plus ignorants, mais certainement plus innocents. Ce qu'on ne savait pas nous faisait pas mal. Aujourd'hui, avec toute la technologie et les sources d'informations qui existent, c'est assez difficile de faire la part des choses. Et puis, comme parent, moi, comme grand-parent, je vois ce que mes enfants doivent vivre et les stratégies qu'ils ont besoin pour faire en sorte que leurs enfants ne sont pas accros de tous ces appareils technologiques disponibles et si intéressants. C'est difficile pour eux de garder un équilibre dans tout ça. Et mon fils, qui est enseignant, va vous admettre, c'est difficile d'être en compétition avec ces sources d'informations-là et d'être intéressant comme enseignant, puis de garder l'intérêt des enfants. Je suis entièrement d'accord. C'était une vie plus simple, mais on travaillait fort aussi parce qu'on était obligé de travailler à la ferme. Il y avait le jardin, il y avait les repas pour tout le monde, il y avait tout. Alors, on travaillait beaucoup. Notre temps libre, c'était la lecture, la musique et puis le social. Ce que je trouve difficile en ce moment, c'est les jeunes qui n'ont pas l'habitude du social, de l'entre-gens. Alors, nous autres, il a fallu qu'on développe ça parce qu'on était toujours avec du monde. Et puis, c'est pour une personne un peu gênée, comme je l'étais, c'était un peu difficile. Mais, tu sais, il fallait grandir là-dedans. Je trouve aussi que le commentaire au sujet de l'innocence, ça peut être l'innocence ou la naïveté. On a eu beaucoup plus de chemin à faire pour devenir les personnes que nous sommes aujourd'hui. De quelle façon? Ben, on a grandi. Est-ce qu'on savait ce que c'était, une personne manipulatrice, disons, juste à ce niveau-là. C'est quand on rencontrait des gens, là, Sur le marché de travail, marché de travail, n'importe quelle émotion négative, on vivait pas ça, chez nous. Alors, d'essayer de comprendre une méchanceté, des fois, c'était incompréhensible. C'est fascinant, ça, parce que c'est un souvenir que j'ai chez nous. C'est qu'on voulait que tout soit beau, positif. Harmonieux. On ne claquait pas des portes. Si tu n'avais rien de gentil à dire, ne dis rien du tout. Il y avait un souci vraiment de garder tout, que les apparences, à tout le moins, soient heureuses et positives. En tout cas, c'était un choc, des fois, d'arriver
à l'université, dans une autre ville, puis dans une autre langue aussi, puis avec une autre culture, et de se rendre compte que le monde n'était pas comme chez nous. Fascinant. Et Jacques, est-ce que ça te fait quelque chose d'entendre ça? Je pense que la technologie, on a vu l'émergence de tous ces nouveautés. On peut penser que c'est un défi, mais on peut aussi voir les bénéfices. C'est quand même ces mêmes technologies qui font en sorte qu'aujourd'hui, les aînés peuvent rester en contact avec ceux qui sont chers, même s'ils sont ailleurs. À l'autre bout du monde. C'est ça, de se tenir informé. On peut quand même choisir les moyens qu'on va faire ça, mais ces moyens-là sont disponibles. Alors, c'est chercher l'équilibre. C'est ça qui est difficile. Je ne suis pas prêt à dire que c'est pas une bonne chose, mais c'est certain qu'il y a des pros et des cons. C'est la vie qui est là. Moi, je suis un peu pragmatique. J'accepte les choses comme ils viennent. J'essaie de les comprendre. J'essaie d'en faire du sens. Et puis, en grande partie, j'aime aussi les utiliser. Si on pense aussi aux bénéfices du temps présent, je pense qu'au niveau social, au niveau des mœurs, au niveau de l'inclusion, si vous pensez à votre enfance et où on est aujourd'hui, quel genre de changement est-ce que vous remarquez? Bien, encore une fois, venant d'un tout petit village où, il y a une année, il y a une famille juive qui est venue. Et puis, les gens ne savaient pas comment accepter ou comment intégrer ces gens-là. Puis je me souviens que mon père avait embauché des jeunes de cette famille pour venir travailler chez nous parce qu'on était juste des filles, puis il y avait une ferme, etc. Et puis ma mère, par mégarde, avait fait cuire un jambon. Et puis, je me souviens, elle était horrifiée d'avoir fait ce faux pas-là. Mais c'était fait, alors... Et comment communiquer à une époque où on ne semble pas parler de front de telle chose? Hein? Oui, bien, c'était quelque chose d'unique, là, quelque chose il fallait apprendre comment vivre ces petites situations-là. Maintenant, tout le monde est au courant et tout le monde, on a accès à tellement d'informations. C'était pas le cas dans le temps. Absolument. Jacques, au niveau de l'ouverture, de l'inclusion... C'est sûr que avoir œuvré dans le monde de l'éducation, j'ai vu beaucoup de changements de ce côté-là, d'ouverture, ce qui est certainement une bonne chose. On est de plus en plus... c'est plus que tolérant. On accepte les différences et on comprend qu'il y a des différences et qu'il y aura toujours des différences et que si on veut s'entendre, il faut essayer de comprendre l'autre. Et puis, ça semble être un peu le thème de où on s'en va comme société, du moins notre société. C'est pas encore partout pareil dans le monde. Parce que ça aussi, on le sait à cause qu'on est informé. Mais j'ose dire que dans le milieu où moi je vis, j'ai perçu une différence dans comment on accepte les autres. Mm-hmm. Bien qu'on ait du chemin à faire. Oui, mais je pense que nous, notre famille d'immigrants aussi, on se rend compte qu'il y a autre chose. Alors, on est beaucoup plus inclusif. Est-ce une bonne chose de comparer le passé au présent? Ça sert-tu à quelque chose? Le comparer veut dire, c'est évident qu'il y a des différences. Moi, je pense
que le passé que moi j'ai vécu, je le vois comme quelqu'un qui a été choyé. J'ai été chanceux. Aujourd'hui, je souhaite la même chance à ceux que j'aime et même ceux que je ne connais pas. Mais ça devient difficile parce qu'il y a plein de défis. Et puis, on peut nous faire peur avec les changements climatiques ou qu'est-ce que ça qui peut nous peut souvenir. On n'a aucune idée. Mais en autant que on s'aide les uns les autres, il y a de l'espoir. Ça a changé, mais c'est quand même les mêmes valeurs qui vont nous tenir. C'est ça, comparer d'abord qu'on ne reste pas dans le passé et qu'on ne voit pas ce qui est autour de nous. Je ne pense pas qu'on peut dire que le bon vieux temps était nécessairement meilleur. Parce que nous sommes des humains. Dans toute l'histoire de l'humanité, il y a eu des évolutions dans une direction et dans l'autre. Là, on est en train de vivre aux États-Unis, en particulier, une régression, il semble. Mais je pense qu'il faut toujours rester tourné vers l'avenir, mais aussi vivre notre présent. Vivre le présent parce que c'est ce qui est le plus important. Puis, on a encore nos familles, on a encore des gens qu'on aime, des gens qu'on voudrait voir réussir dans la vie. Puis ça ne change pas. Il y a des gens qui aiment retourner dans le... On sent que on prend un certain plaisir à remonter dans le temps, à se rappeler des souvenirs et tout ça. Il y a une expression aussi qui dit qu'il n'y a pas de nid de poule quand on regarde le passé. Mm-hmm. C'est comme si notre souvenir a tendance à adoucir un petit peu tout ça. On voit un petit peu la vie en rose. Quels sont les côtés négatifs, justement, de rester plongé dans nos souvenirs? C'est-tu vraiment bon pour le moral de rester dans les souvenirs? Mais il faut s'entendre que la nostalgie, ça comporte un élément de mélancolie. Alors, quand on est nostalgique, à mon point de vue, c'est qu'on se souvient de des choses qu'on a aimées, des beaux moments, des beaux sentiments, mais on s'en souvient avec une émotion de regret parce que c'est parti, ça ne reviendra pas. En fin de compte, je pense que pour moi, qui est maintenant septuagénaire, je suis heureux d'y être arrivé. C'est beaucoup mieux que l'option, qui est de ne pas y arriver. Et puis, c'est sûr que ce qui m'attend dans les prochaines années, c'est peut-être un peu moins intéressant, grosso modo, mais il y a de très belles choses qui m'attendent. Mais je sais qu'il y a eu des belles choses et j'aime m'en souvenir, c'est sûr. Mm-hmm. Et je m'en souviens surtout par la musique. Mm-hmm. Mais ayant dit ça, comme disait un autre ancien, on est fait pour notre temps. Bien, en fait, c'est intéressant que tu le dises parce que j'étais sur le point de vous dire, j'ai un bâton magique et je vous donne la possibilité de retourner à une époque que vous choisirez. Est-ce que vous choisiriez de retourner dans le passé ou de rester où vous êtes aujourd'hui? Bien, j'aurais aimé savoir quand j'étais plus jeune que j'avais les possibilités, que j'avais plus de possibilités que j'imaginais. Parce que je pense que si j'avais su universitaire que le monde était ouvert, mais je me suis limitée un peu. Alors, la société était peut-être un petit peu plus limitée pour toi aussi à l'époque. Mais oui. Mais si j'avais su, si j'avais reconnu qui j'étais à l'époque, qu'est-ce que tu aurais voulu faire? Je ne sais pas. Moi, j'aurais étudié la musique, mais je n'ai pas étudié la musique. Puis, je pense que c'était peut-être un regret que j'ai, un petit,
parce que j'ai quand même vécu tout ça, puis on a fait plein de choses. Mais peut-être que c'est un de mes regrets. Fascinant. Jacques, je te donne la baguette magique. Qu'est-ce que tu en fais? Moi, je reste dans le présent avec tout ce que j'aime aujourd'hui. Décris ton T-shirt, Jacques, Mon pour les t-shirt, gens qui ne nous voient t-shirt, pas. c'est mon clan. Clan écrit K-L-A-N pour Kellyanne, Léa, Ariel et Noah. Et maintenant, c'est ajouté un petit J, là, une petite Juliette. Alors, ça fait J-Clan. Ça fait 5 petits-enfants? 5 petits-enfants. Tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, ça m'amène à aujourd'hui. J'en suis très reconnaissant. Baguette magique, ouf, j'y crois pas. Je regrette. Tu peux la remettre en place. Parfait, on le passera à d'autres choses, à quelqu'un d'autre. Ouais. Parlant de transmission, peut-être qu'on peut terminer là-dessus. Je sais que c'est important pour vous deux de garder certaines traditions, valeurs, cultures, de transmettre à la prochaine génération. Comment vous le faites? De quelle façon? Génération. Bien, nous, la famille Campagne, on a fait beaucoup du point de vue musical. On a un festival qu'on a créé et qui a intégré les jeunes de la deuxième génération beaucoup dans l'organisation, dans la réalisation, puis dans aussi la création musicale, parce que ils ont tous participé sur la scène et derrière. Alors, c'était un moyen qu'on a trouvé pour intéresser les jeunes à la musique, mais aussi, ça a commencé comme une rencontre familiale. Alors... Et pour les gens qui ne le savent pas, Terre Ferme est devenu un festival d'été. Oui, oui. Et puis, mais on a toujours fait l'effort de rester proche des jeunes, de garder les jeunes, pour que les jeunes se connaissent, même s'ils étaient loin. Alors, ça a toujours été important d'avoir les rencontres familiales. Et puis, de chanter, et puis de faire la cuisine ensemble, parce que ça, c'est une autre chose qui se transmet souvent inconsciemment. Mais de bien manger ensemble, de faire des jardins, de continuer toutes ces traditions-là de la campagne, en fait. Les bons côtés de la vie sur la ferme. Même si on est tous maintenant des citadins, sauf une qui reste à sur la la ferme. terre familiale. Mais ça demeure encore plus important dans ce temps-là. Oui, et puis il y a le pèlerinage chaque année, au moins une fois pour retourner. Alors, on a essayé de faire ça comme ça à travers la musique, beaucoup. Jean, comment ça se fait chez vous, la transmission culturelle, du savoir, des valeurs? Wow, c'est surtout dans les rencontres de famille où il y a certaines traditions, mais je veux dire que les traditions évoluent aussi. Comment on devient influenceur comme grands-parents? Pas évident. On influence nos enfants et nos petits-enfants en les aimant, en appuyant les activités qu'ils font, qui sont positives et auxquelles ils réussissent. Et dans la mesure du possible, on essaie de donner le bon exemple. Ils sont plus fins que nous autres déjà quand même. Alors, on n'est pas certain qui donne l'exemple à qui, mais on essaye de s'entraider. Et ça, l'entraide, c'est certainement une valeur qu'on veut maintenir.
Bien, Aline Campagne et Jacques Dorge, merci beaucoup d'avoir fait ce voyage dans le temps avec nous aujourd'hui et nous encourageons les gens qui seront à l'écoute de faire de même, mais de rester dans le moment présent Ouais. et de rester aussi tourné vers l'avenir, comme vous l'avez bien dit. Et puis d'apprécier ce qu'on a, parce que c'est vrai, nous sommes choyés. On a eu la chance de naître ici dans ce pays et puis de pouvoir grandir ici. Et c'est quelque chose de tellement essentiel de le reconnaître. Merci beaucoup. Merci.